Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Nombreux demandent, mais on a vu une autre chaîne là. Oui, l'autre chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. C'est aussi notre deuxième chaîne où on poste des histoires. C'est une histoire là-bas, c'est pas un bloc de 10. Donc là-bas, c'est une histoire. Et ça ne va pas être posté ici sur DMG TV. Donc si vous êtes intéressé, allez aussi vous abonner sur la page. C'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Je vais mettre le lien en description aussi. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont l'habitude de liker, de commenter, de partager. On est là. C'est juste pour être sensibilisé. Merci pour la force que tous ceux qui participent donnent au mouvement. Quand je parle de participer, je parle ici de ceux qui envoient les histoires, je parle de ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui invitent même d'autres personnes à venir liker, commenter et s'abonner. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie ce qu'on fait. Même ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui sont dans les partages, c'est beaucoup d'énergie. Même la connexion Internet, même nous aussi, la post-production et tout et tout. C'est énorme, mais on le fait parce qu'on se dit c'est pour la bonne cause. J'aimerais demain que mes enfants tombent sur ce genre de page-ci pour apprendre et comprendre que le dehors n'est pas ce qu'on pense. Voilà, aujourd'hui on va jouer 10 histoires mystiques comme d'habitude et je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Surtout n'oubliez pas de laisser un like et de nous dire si vous êtes nouveau sur la page, d'où vous regardez la vidéo, ça fait combien de temps, depuis quand avez-vous découvert la page, et ainsi de suite. Sinon, si vous n'avez rien à dire, il est très important de dire merci pour l'histoire parce que tous ceux qui racontent les histoires ici, c'est sûr, ils viennent lire les commentaires parce qu'ils veulent justement comprendre si ils avaient raison de se comporter comme ils sont comportés dans l'histoire. Ok, on commence. Première histoire. Oui, DMG, bonjour. Oui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela, je pense, 5 ans. Voilà, elle s'est passée au Gabon. Voilà. À l'époque, je ne travaillais pas encore. On était, on était un groupe de filles. Voilà. Donc, ma cousine qui appartenait à un groupe, de réseau, un réseau auquel vous devez rencontrer une certaine catégorie de personnalités, voilà, pour vous mettre à l'aise, en un mot comme escorte, voilà. Donc, elle avait déjà fait ça avec ce monsieur, en tant qu'escorte, bien sûr. Et elle était venue me dire, non, voilà, toi, tu m'es fauché là, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que toi aussi, tu ne peux pas venir nous trouver dans le groupe et tout ça, et tout ça. Et vu qu'à l'époque, je ne travaillais pas, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je suis partie. Elle m'a présenté au monsieur. Un monsieur, je vous signale, c'était un monsieur de la République, le médecin personnel du défunt président Omar Bongo. Voilà. C'était son médecin personnel. C'est comme ça que le monsieur, il suffisait seulement que tu sois avec lui. Tu attends soit 50 000 ou 100 000 pour le taxi. Voilà. Même si vous ne faites rien. Vraiment, c'était la belle époque. Au début, quand elle me disait ça, je disais, oh, c'est faux, ça ne peut pas se faire. Mais après, quand je suis partie, vraiment, j'étais émue. Alors, on a à boire et tout ça. Il suffit que tu le touches un peu et tout. Bon, quand tu rentres, tu te déposes, tu as ces 50 000 ou 100 000. Mais moi, cette soirée, j'avais eu mes 100 000. Vraiment, gratuitement comme ça. Après, avec les cours, donc je ne faisais pas tous les jours. Je faisais pas tous les jours. Et puis le monsieur a pris mon nom, oui, mon nom et puis mon numéro de téléphone. Voilà. Il disait qu'il devait m'appeler. Vu qu'il y avait tellement de filles qui le faisaient, pour moi, je me dis, bon, il a pris mon numéro, est-ce que c'est sûr qu'il va même m'appeler? Donc, un jour, je suis en train de faire ma pédicure.
Coup de fil. Oui, c'est moi, monsieur tel. Je vais l'appeler monsieur Bonheur. Voilà. C'est moi, monsieur Bonheur. À quel niveau? Je dis non, je suis en train de faire ma pédicure. Il me dit bon, d'accord, tu me trouves à tel endroit. C'était un restaurant chinois à lui, un quartier de Libreville. Nous sommes allés manger là-bas, le restaurant chez monsieur Wang. Voilà, on avait mangé pour 80 000 francs. Vraiment, après avoir mangé, on a pris des tequilas. Vraiment, c'était un truc arrosé, très bien assermenté, en tout cas. Après, il a dit, bon, comme on a mangé, il faut qu'on aille se reposer. Dans ma tête, on a mangé, il veut me faire plaisir. Ça fait tellement longtemps, on s'est pas vu. Bon, c'est des délires. Pas d'arrière-pensée. On est monté dans la voiture. Et il m'excitait à boire. Voilà. Il m'a dit non, mais tu n'as pas encore assez bu, bois. Bon, je ne savais pas pourquoi. Il voulait forcément que je boive. Je dis non, mais moi, je ne prends pas de l'alcool. Je ne prends pas d'alcool. Il m'a dit, mais non, tous les jours aussi au jus, c'est pas bon. Prends un peu d'alcool, ça change. Donc, du coup, j'avais pris une tequila, mais tellement que ça piquait là. J'ai seulement pris une gorgée. Et puis, nous sommes partis à un hôtel de Libreville qui se trouve au nord de Libreville, le quartier Akanda. Voilà. Nous sommes allés à cet endroit. Bon, quand on est arrivé, donc c'était un habitué du coin. Quand nous sommes arrivés, il est descendu et au même moment, il m'a montré le gérant de la structure. Il m'a dit non, votre chambre est là-bas, chambre numéro tant. Donc moi, je suis allée. Ils sont restés à dialoguer, à parler à côté de la voiture, tandis que moi, j'étais déjà en chambre. Et en rentrant, j'avais tellement la vessie pleine que je suis allée me soulager. Directement, je suis allée aux toilettes, je suis allée me soulager, vider la vessie. Et je suis venue m'asseoir. Donc, je suivais maintenant la télévision. J'étais posée sur le lit. Et lui, en même temps, quelque temps après, il est venu me rejoindre. En me rejoignant, ah, DMG. Les choses se passent. Les filles faisant attention. En rentrant, pauvre de moi, je ne savais pas l'idée qui était derrière toute cette belle vie de quelques secondes. Quand il arrive, il ferme la porte, il se déshabille, on se met à l'aise. Il n'était même pas tellement nu, il avait seulement levé la chemise. Après, maintenant, il était en débardeur. Il me dit, je vois seulement, il prend la position, il vient se mettre en dessous de mes cuisses. Il m'ouvre les cuisses, après il me demande de pisser dans sa bouche, il veut boire mes urines. Pour la première fois, j'étais un peu étonnée. J'ai dit, comment? Tu dis quoi? Il me dit, non, pisse, je vais boire tes urines. J'ai dit, mais je ne comprends pas boire ça comment? Il me dit, pisse, je vais boire tes urines. Donc, troisième fois, il avait déjà l'air très sérieux et la mine avait changé. C'est là que j'ai dit, Seigneur, mais je me suis fourrée dans quoi là? Mon Dieu! J'entends souvent des histoires dont c'est mon jour aujourd'hui. DMG, je te jure que je me suis retrouvée dans un truc très flou au point où j'avais déjà la frousse. Ne sachant pas que quand moi j'étais rentrée, je peux même dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé d'aller vider la vessie. Donc moi je n'avais même plus une seule goutte. Vu que quand je suis rentrée, je suis allée directement aux toilettes. Il me dit, mais tout à l'heure, tu penses que quand je t'ai donné à boire, à manger au restaurant, c'était pourquoi? Où sont passées les urines? J'ai dit, Seigneur, mais quand tu étais en train de parler avec le monsieur, moi, c'est là où je suis allée vider. Il me dit, pourquoi ça? Comment ça? Il commence à s'énerver. J'ai dit, Seigneur, j'arrive, après j'ai pris un pas de sentiment. J'ai dit, bon chéri, attends, écoute, c'est pas grave, je peux encore aller boire de l'eau à la douche et tu me laisses quelques minutes le temps que ça fasse tout son parcours à l'intérieur. Après c'est calme, je suis allée dans la douche
J'ai bu de l'eau. J'ai même pas bu DMG avec la foule, je faisais semblant de boire. Après, je suis venue m'allonger. Après, le cœur m'a dit, mais ne reste pas là. Donc lui aussi, quand il repart à la douche, je profite à ouvrir la chambre à clé. Mais la chambre était seulement, la porte était seulement abattue comme ça, mais c'était déjà ouvert à clé. Quand il revient la deuxième fois, prochain tour, il me dit, pisse. J'ai dit, je n'ai plus, j'ai rien, rien ne sort, je ne sais pas, j'ai fait même ça. C'était comme si on a bloqué mes urines aussi dans le ventre, que rien ne doit sortir. Même pas une goutte qui était sortie. Le monsieur s'est mis dans une colère noire. Si je veux dire quoi? Vous les filles font, vous êtes toujours comme ça. Tu parles, il commence à me parler mal, à m'insulter. Oh, moi, tu vois, là, moi, je suis le Miss Gabon. Toi, tu es que j'ai de femme, toi. Il voulait genre me dénigrer. Ça, j'ai dit, mais toi aussi, qu'est-ce que tu appelles Miss Gabon? Tant que toi, tu sors le Miss Gabon. Tant que tu es venu, tu m'as amené ici, là, c'est-à-dire, j'ai la même valeur que Miss Gabon. Tu sors le Miss Gabon. Où est mon affaire dans Miss Gabon? Oui, quand on sort les Miss, tu penses que quoi? Mais toi, tu veux venir faire ton petit malin. J'ai dit oui, chacun fait son malin à son petit niveau. Mais si je n'arrive pas à pisser, pourquoi tu veux me parler mal? Je dois vous dire que DMG, les urines se sont arrêtées comme ça. Je n'ai même pas une goutte. Après maintenant, quand il repartait, j'ai porté mon pantalon, je suis sortie. Lui et moi, chamaillés. Heureusement que j'avais mes 5 000 dans la poche pour prendre ma course. Juste pour dire aux filles que faisons attention. Vous voyez un homme qui vous donne à boire, qui vous donne à manger, il a des intentions derrière. C'est pas pour autant qu'il t'aime, non. C'est parce qu'il veut te voir dans un état où il peut profiter de tes chances. Donc imaginez un peu si cet homme, ce sorcier, ce pharmacien-là, buvait mes urines. Je pense que je ne sortais pas de cet hôtel. Quelque chose devait se passer. Mais le Saint-Esprit m'a sauvé. Le Dieu, le Créateur m'a sauvé parce que j'étais ignorante. Je ne savais rien. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte bien. Bon, voilà, moi je suis un Gabonais, je vis à Libreville et je suis un de tes abonnés. Depuis un certain temps, j'écoute tes émissions. C'est vrai que je participe jamais au direct, mais voilà, je suis là présent. Donc du coup, je tiens à signaler à tout le monde qui écouteront ce message déjà de s'abonner, de partager au maximum la page pour que la communauté s'agrandisse. Les Africains, nous personnellement, le monde entier a besoin de ce genre d'expérience pour pouvoir avancer spirituellement, surtout spirituellement. Ce qu'on fait, c'est ce que DMG fait ici, c'est pour sensibiliser les gens et pour sauver des vies. Donc, ne vous amusez pas avec le fait de partager et de liker, de commenter et de, voilà, de faire en sorte que elle devienne même la chaîne numéro 1 en Afrique. Bien. Merci. Comme la plupart de tes abonnés, j'ai plein d'histoires mystiques, donc du coup, je vais essayer d'être court. Ça, c'est une histoire qui m'a été racontée parce que je l'ai vécue, mais j'étais encore très petit. Je pense que je devais avoir 2 ans, 3 ans par là. Mais j'étais encore vraiment petit, donc tout ce qui se passait autour de moi là, je comprenais rien, mais je l'ai vécu. Et plus tard, elle m'a été racontée par mes grands frères, par ma grand-mère, par ma maman, ainsi de suite. Donc, voilà l'histoire. L'histoire se passe dans le sud du Gabon, pour ceux qui connaissent, dans la Nyanga, plus précisément dans la zone de Moabi, mais c'est pas à Moabi. À l'époque, il y avait pas assez de voitures qui circulaient. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que même actuellement, il n'y a toujours pas beaucoup de véhicules qui circulent dans la zone. Donc, du coup, les gens, pour se déplacer à l'époque, euh, pour se déplacer d'un village à un autre, étaient obligés de prendre la Moïse. Et il y a un papa, un monsieur, un vieux, une personne très âgée qui a décidé de faire un voyage pour aller, je ne sais pas, voir son frère ou voir sa soeur ou voir ses parents. Donc, il a décidé de voyager, mais il devait parcourir minimum, on va dire, 24 kilomètres à pied.
Et à chaque fois que la nuit il le trouvait dans un village, il était obligé d'aller demander le chef du village s'il pouvait dormir. Et c'est comme ça qu'arrivé au village voisin, c'est-à-dire le village avant le nôtre, la nuit il a trouvé là-bas, il a passé la nuit chez le chef du village. Et le chef du village, en ce temps, avait un de ses petits-fils qui était venu passer les vacances. Et le petit-fils, on l'avait imposé que tu vas dormir avec l'étranger. Il a refusé, non, je ne veux pas dormir avec l'étranger. Moi, je ne sais même pas qui il est. Mais bon, il n'était qu'un enfant, donc le grand-père lui a dit, écoute, il n'y a pas beaucoup de chambres. Tu vas dormir avec le papa. On va installer un petit lit à côté et vous allez dormir. Donc le petit, il a fini de veiller toute la nuit avec ses amis, de manière à ce que quand il arrive dans la chambre, il trouve le papa, il dort déjà. Donc il est rentré aux alentours de 2 heures du matin comme ça. Il est rentré à 2 heures du matin, il a trouvé le papa, déjà bien endormi. Allez, il s'est mis à dormir lui aussi. Très tôt le matin, le papa, il se réveille et il dit au chef, bon écoute, merci beaucoup pour l'accueil, vraiment, voilà, je vais continuer mon voyage parce que l'idéal serait que je parte un peu plus tôt. Allez, on va dire quoi, 5 heures, non, 6 heures du matin, il était déjà sur le chemin. Et aux alentours de 8 heures, on se rend compte que le petit ne s'est toujours pas réveillé. Donc les amis arrivent, oh, il est où? Oh non, il dort. Ah, mais depuis là, il dort à la chambre. Et comme ça, quand on va, quand ils vont pour cogner pour voir, mais il est pratiquement 8 heures, bientôt 9 heures, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ouvrent la porte, ils se rendent compte que le petit est décédé. Il est tout blanc. Le gars, le petit, il est froid. On essaie de toucher le pouls du petit, on essaie de réanimer, mais on se rend compte que non, le petit, il est mort dans la nuit. Et c'est comme ça que le chef du village, pris de colère, se met à appeler, à réunir les jeunes du village, un peu les gens un peu plus adultes que non. Allez me poursuivre ce monsieur-là. Ce monsieur-là, si vous allez très vite, déjà il a agi, il ne marche pas certainement. Donc du coup, le monsieur, les jeunes ont décidé de partir. Ils étaient à peu près 5 ou 6 grands gaillards. Allez, ils ont foncé. Et maintenant, sur la route, ils croisent les gens de mon village. Donc, les gens de mon village, parce que dans notre village, il y avait pas de boutique. Donc, pour avoir un peu tout ce qui était sucre, boisson, on était obligé d'aller dans leur village. Et comme ça, très tôt le matin, nous aussi, il y a des adultes qui allaient dans l'autre village pour acheter des trucs comme des gâteaux, du pain, de la farine, des choses comme ça pour pouvoir manger pendant les vacances. Comme ça qu'ils croisent ces jeunes-là. Oh, mais comment ça va, oui, mais ça va. Mais vous n'avez pas croisé un vieux comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, oui, mais on a croisé le vieux là, il est avec le petit du chef là, le petit vacancier qui est venu chez le chef. Ils sont en train de marcher, là, on les a croisés là. Bientôt, ils vont même arriver à notre village. Sinon, peut-être qu'ils sont à notre village où ils ont dépassé. Les gars n'en reviennent pas, ils disent, comment ça vous l'avez croisé avec le petit du village? Non, on l'a croisé avec le petit-fils du chef là, de votre chef là. Ils sont en train de marcher. Les gars n'en reviennent pas, ils disent non. Comme ça qu'ils expliquent les autres la situation, que nous on a le corps du petit là-bas, il est décédé. Comment vous l'avez croisé? Comme ça qu'ensemble, ils décident de faire demi-tour pour se rendre, pour aller retrouver le papa. Et effectivement, ils arrivent dans le village, on leur fait comprendre, mais ils viennent à peine de partir. Si vous marchez là, vous allez les voir en bas de la colline. Quand les gars ils avancent, ils voient effectivement le papa avec le jeune homme. Ils interpellent le papa, ils interpellent le jeune. Et le jeune est là, oui, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, le papa là m'a demandé de l'accompagner. Et comme moi aussi je voulais un peu marcher, j'ai décidé de l'accompagner. On regarde le papa, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Mais il ne peut pas dire au petit que non, mais on a ton corps là-bas, tu es décédé. Il décide de prendre le papa et le jeune homme les ramener au village. Comme ça que l'affaire explose. Quand ils arrivent, le cadavre est toujours là, il n'a pas disparu. Le jeune homme est toujours là, tu peux le toucher. Oui. Mais le jeune homme, quand il regarde le corps, il ne se reconnaît pas. Nous, enfin, quand je dis les autres, quand ils regardent, ils voient que c'est son corps. Mais lui, quand il regarde, il dit non, ça c'est pas moi, je suis désolé. Moi, je suis là bien vivre. Et jusqu'à présent, je vous parle, le monsieur là, il vit, il doit être en force. C'est aussi une histoire qui m'a été racontée. Et jusqu'à présent,
On n'est jamais su réellement ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que ce papa-là... Donc, du coup, ma petite morale, c'est pour dire aux parents d'éviter de faire dormir toujours les enfants avec les étrangers. Les étrangers, c'est y compris tout le monde. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante voilà, vous allez imposer l'enfant. Oui, il faut dormir avec tonton tel, il faut dormir avec le monsieur là. Il est juste de passage. Il faut faire très attention parce que jusqu'à présent, le monsieur, il vit, il travaille en France, il a une femme, il a des enfants. Il est plus ou moins normal. Est-ce que vous voyez un peu, est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'était un peu ça. C'est un phénomène qui, jusqu'à présent, on ne sait pas comment expliquer ça. Malheureusement, la plupart des gens qui ont vécu cette histoire-là sont soit décédés aujourd'hui ou ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc, c'était un peu ma première histoire. Je reviendrai pour une prochaine histoire et j'invite encore tout le monde à s'abonner, à liker, à partager, afin que la famille s'agrandisse. Allez, dans les commentaires. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on va passer à la troisième histoire. Bonjour, comment allez-vous? Histoire du paranormal. J'ai tellement des histoires à vous raconter qui ne viennent pas d'autres personnes que de moi. Jeune Gabonaise, âgée de 26 ans, je vis actuellement au Gabon. J'ai vécu tellement de choses dans différentes provinces du Gabon et j'aimerais vous faire part à mes histoires. Vu tout ce que j'ai écouté. Je suis une jeune Gabonaise âgée de 26 ans. Je tombe enceinte, j'ai 19 ans. Je vous explique. Je décide d'aller dans la ville de Yempron pour faire la connaissance de mon père. Vu que j'ai grandi de famille recomposée, j'ai commencé à me rebeller et j'ai décidé de vouloir faire la connaissance de mon père. Donc, je décide d'aller dans la ville de Yem, une province du Gabon. Et lorsque j'arrive dans la ville de Yem, comme toute jeune fille de 19 ans, tu veux tout connaître en fait. Genre, tu sors, tu manges, en fait, jusqu'à je fais la rencontre d'un jeune homme, du nom de Gibdas. Il m'a emmené dans une église. Et là-bas, je me suis assagie. J'ai commencé à prier et chercher la gloire de Dieu. Et finalement, je suis tombée enceinte. Et je tiens à préciser que pour tomber enceinte, pour moi, c'était très, très, très difficile. C'était presque impossible. Parce que vous allez vous demander, comme une jeune fille de 19 ans va dire que c'était impossible de tomber enceinte. À 19 ans, on ne cherche pas de grossesse, on fait l'école. C'est vrai. Mais je vous assure que pendant que j'étais malade ici à Libreville, des petits examens que je faisais, j'ai été déclarée stérile. Que moi, je ne pouvais pas enfanter. Et que c'était impossible. Mais malgré ça, je suis quand même tombée enceinte à l'âge de 19 ans, 20 ans. En tout cas, je m'apprêtais à prendre mes 20 ans. Lorsque je tombe enceinte, je suis dans la ville de Yem. Je décide alors de rester là-bas jusqu'à accoucher et tout. Bon, pour moi, je suis déjà au foyer. Je vis déjà avec cet homme-là. Je suis déjà au foyer. Je suis déjà prête à accepter certaines choses. Cet homme reste dans une grande concession, sur une grande famille. Et beaucoup de gens les connaissent. Donc, je ne vais pas dire le nom. Voilà. Et je constate que à chaque fois que je dormais, j'étais déjà enceinte. Quand je tombe enceinte, j'étais déjà enceinte. J'étais déjà autant vraiment enceinte. Mais quand j'étais enceinte, je faisais des rêves bizarres chez eux. Le premier rêve que j'ai fait, c'est une femme qui venait me donner l'enfant. Une femme qui venait me donner l'enfant, j'ai pris l'enfant et j'ai grondé sur la femme. Là, c'était encore un rêve banal, basique, comme tout autre rêve que tu peux faire parce que tu es enceinte et tout. Mais il y avait un jour, nous sommes dans la chambre, vu que c'est une grande maison familiale, vous-même vous connaissez les villages, chacun a sa chambre, mais dans une grande maison. Un jour, nous sommes dans la chambre, on appelle ça comment? On écoute quelqu'un cogner à la fenêtre. On se dit que non, c'est son petit frère qui cogne à la fenêtre et tout. Mais après, la maison est fermée à clé. Nous sommes les seuls qui sont dans la maison. Tout le monde est sorti. Mais la maison est fermée à clé. Nous sommes les seuls qui avons la clé. Vu que la maison n'avait qu'une seule clé, donc il fallait laisser la maison avec cette clé-là. Donc, comme quelqu'un venait cogner, c'est nous qui nous levons pour venir ouvrir la porte. Mais la personne est rentrée jusqu'à dans la maison.
une maison bien fermée, bien construite. Mais la personne est rentrée jusqu'à dans la maison, arrivée jusqu'au fond du couloir dans notre chambre pour cogner sur la porte de la chambre. Et lorsqu'on demandait c'est qui, la personne ne répondait pas. Vous connaissez les espèces de baïonnettes là, non? On prenait la baïonnette, mettre en bas pour dire que bon, vu qu'on voit l'ombre devant la porte, on va mettre comme la personne ne répond pas. Donc moi, par curiosité, je me dis que je suis avec mon homme, il me protège. J'ouvre la porte, j'entends Coco devant la porte, mais je ne vois personne. Mais j'entends Coco et on voit l'ombre. Effrayé, je rentre directement dans la chambre, je ferme la chambre. Je ne comprends pas, je regarde l'homme. Il ne comprend rien. Nous sommes en train de dormir, tellement j'étais effrayée, je me suis mis à prier. Nous sommes en train de dormir. Je me réveille dans une chambre où il y a beaucoup de pagnes. Vous voyez le pagne, genre les pagnes pliées, les tissus en fait, comme c'était des pagnes de mariage. Il y a beaucoup de pagnes. Donc je suis en train de chercher l'homme, il est mélangé dans les pagnes. Quand je me réveille, je l'explique à la situation. J'ai dit que, mais qu'est-ce qu'on a vécu hier? C'était un rêve. Il dit non, c'était la réalité qu'on a vécu hier. Personne devant la porte, mais il y avait quelqu'un qui cognait devant nos yeux. Mais on ne voyait personne. Donc, à partir de là, je suis rentrée plus en prière. J'ai commencé à prier et c'était là le combat a commencé sérieusement dans la ville de Yem. Le combat a commencé. J'étais seule dans ce combat. Le combat, c'était que moi, je ne pouvais pas être avec cet homme vu que cet homme a été consacré pour garder la famille. Ce n'est pas quelqu'un qui va être marié, qui va appeler à se marier ou avoir une famille. Il est appelé à rester dans la famille. Tout ce qu'il doit emmener reste dans la famille. Rien ne sort. Il n'a pas droit à une femme ou une petite amie ou rien. Il doit juste sortir avec la femme et puis c'est fini. Donc moi, je suis venue tomber enceinte de lui. Moi, je suis qui? C'était ça le combat maintenant. Un autre jour encore, nous sommes sortis pour aller pisser. Vous connaissez, vous tous sur le village. On sort pour aller pisser. On part pisser. Il est 22h. Je m'accoubille comme ça pour pisser. Je regarde au fond. Je vois un homme assis en train de pleurer. J'appelle mon chéri. J'ai dit à mon chéri, puisque lui est en train de pisser de l'autre côté, on ne peut pas sortir chacun pisser de son côté. J'appelle mon chéri. Je demande à mon chéri, mais regarde là-bas, au fond là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Il me dit qui? Donc au fur et à mesure que la personne est en train de pleurer, les bruits sont forts dans mes oreilles. Mon chéri me dit que la personne pleure, les bruits sont forts, ça devient maintenant comme c'était le sifflet dans mes oreilles en fait. Donc moi j'ai mal à la tête, je suis en train de tourner ma tête, que ça me fait mal dans les oreilles. Et quand je soulève le regard pour regarder encore, je vois comment la personne grandit. On dirait que c'était le koumé. Il devient long, gros comme le fromager. Vous connaissez l'arbre qu'on appelle le fromager, non? La personne courait vers moi à grands pas. On dirait les films d'horreur. Quand la personne, je suis restée inoptisée. Je ne pouvais pas bouger. Mes larmes coulaient seulement. Donc quand mon homme arrive comme ça, le père de mon enfant, il regarde comme ça, là, il crie, merde, Jésus, il m'a tiré dans la maison. En fait, je n'étais pas seule. Il était là et il a vu. Il m'a tiré dans la maison. Je dis, Seigneur, c'est la ville de Yem qui est comme ça, là, la ville de Yem, dans la province de Gabon. J'ai crié, j'ai pleuré mes entrailles. Et là, c'est pas fini. Vu qu'on a décidé de plus sortir la nuit, à partir de 19h, 18h, la nuit ne doit pas nous trouver dehors. Vu que j'étais enceinte et c'était tout un combat. On a décidé la nuit ne doit plus nous trouver dehors. C'était plus maintenant. On a décidé de quitter de notre chambre pour rentrer, puisqu'il était en train de construire, de rentrer dans la maison qu'il était en train de construire, vu que c'était à plafonner tout, il y avait déjà des portes, tout. Il fallait juste le crépitage de la peinture, mais tout était déjà fait. On a décidé de rentrer dans la maison. Et lorsqu'on rentre dans la maison, la nuit, je me réveille au milieu de la nuit, je pars, j'ouvre la porte. En fait, je suis envoûtée. Je suis envoûtée. Donc quand je pars, j'ouvre la porte, je trouve une femme devant la porte, la nuit à 24 heures. Elle me dit, elle a 2 enfants. C'est pas le rêve, j'étais envoûtée. Elle a 2 enfants, elle est présentement devant la maison de chez moi, devant la porte de chez moi. Elle me dit, toi c'est qui? Après, bon, vu qu'elle me dit, toi c'est qui? Moi je réponds, et toi c'est qui? Genre, je suis hypnotisée, je connais pas ce qui est en train de se passer. En fait, c'est comme si c'était un autre esprit qui était en moi, en fait. Et je demande à la femme, toi, c'est qui?
Et elle me dit, moi c'est sa femme, moi c'est la femme de Judas, toi tu viens faire quoi dans la maison ici là? Ça veut dire que mais si tu es sa femme, rentre dans la maison, elle ne peut pas rentrer parce que moi je suis là. Je dis que, oh, tu peux rentrer parce que moi je suis là. Oui, tu as un esprit fort, je ne peux pas rentrer parce que toi tu es là. Je dis que mon Dieu, c'est là où je me suis éclatée, j'ai commencé à crier. Mon chéri s'est réveillé, on se sous l'habit, il m'a trouvé assis devant la porte. Il me demande c'est comment. Je lui ai après d'ouvrir la porte. Il dit la porte est fermée. Je dis que tout ça s'est passé spirituellement. Il me dit la porte est fermée, c'est lui qui a dormi avec les quais. Je ne peux pas ouvrir la porte. Je dis non, j'ai ouvert la porte avec une femme devant moi. Tout ça là, c'est pas ton avis d'aujourd'hui. Sans compter ça. Un jour encore, je dis bien que je suis enceinte, donc les mois ne font que passer. Je subis tout un traumatisme. J'ai tellement d'histoires à vous raconter. C'est pas seulement sur la ville de Yem, il y a beaucoup de villes. Mais je préfère commencer par celle-là. Au fur et à mesure, on va avancer. Un jour encore, je suis dans la chambre, je suis seule parce qu'il était en retard. J'entends comment quelqu'un est en train de grimper sur le toit. Vous voyez comme quelqu'un marche. Et quand j'arrive, je suis en train de marcher doucement. En fait, je ne connaissais pas où je trouvais mon courage, mais j'arrivais toujours pour voir. Quand j'arrive dans la cuisine, je ne sens pas, j'arrive dans la cuisine. Je me suis dit que ce sont les rats, je vais taper le balai. Quand j'arrive dans la cuisine, je tape le balai comme ça. Je vois la tête d'un homme qui fait sortir la tête, là, le chapeau marron. Il faut rentrer la tête, il part. J'ai crié. J'ai dit que mon Dieu, la maison, c'est une maison hantée ou quoi? Après ça, on a commencé à avoir des problèmes avec mon chéri. Il ne voulait plus, sa mère ne voulait plus de moi. Elle me disait, oh non, tu ne peux pas venir rester ici et tout. Toi, tu vas juste diviser la famille. En fait, je ne comprenais pas les trucs. Jusqu'à ils ont nié l'enfant et tout. Bref, c'est parti comme ça là. J'ai dit, en tout cas, le combat n'était pas le mien. Ils ont déjà consacré, c'est leur enfant. Basta. C'est le combat que j'ai vécu dans Oyem. Et quand j'arrive sur Libreville pour dire que je reviens chez ma famille, je vais accoucher parmi les miens, j'ai déjà 8 mois de grossesse. Mon ventre est plat, on dirait quelqu'un qui fait la gymnastique tous les jours. 8 mois de grossesse. Mon bébé a commencé à bouger dans mon ventre à 7 mois de grossesse lorsque je chante la ville sainte à l'église. Quand j'arrive chez moi, mon ventre était plat. Les gens remarquent à peine, tu sais que je suis enceinte, tu vois l'embryon, on dirait quelqu'un qui est enceinte de 2 mois. Ma mère demande que c'est toi tu es enceinte de combien de mois? J'ai dit 8 mois. J'ai accouché 11 mois de grossesse. Mon enfant avait arrêté de bouger. Quand je suis arrivée dans Libreville, il dit il ne bouge plus. Je n'ai pas fait les examens, on me dit oh non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc pendant les 8 mois là, les 8 mois que mon enfant était dans le ventre, j'ai accouché à 11 mois. Pendant 8 mois, jusqu'à 11 mois, mon enfant n'avait pas de liquide amniotique dans le ventre. Mon enfant vivait comme ça là, la sèche. Il n'y avait plus rien dans mon ventre, j'avais juste mon enfant. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, pour dire que je vais déclencher la grossesse, je ne peux pas arriver jusqu'à 11 mois, je suis prémé pas. Impossible, je ne peux pas arriver jusqu'à 11 mois de grossesse. On me dit, madame, vous n'avez plus de liquide amniotique, c'est sûr que l'enfant est mort dans le ventre, ou il est déjà sec, et il ne va pas survivre longtemps dehors. J'étais maintenant en train de pleurer. Quand je viens accoucher mon enfant a 5 kg 170. Il est bien grand. Je regarde Dieu, je dis à Dieu que Seigneur, l'enfant là, c'est toi qui m'as donné. C'est pas un homme, c'est pas une créature, c'est pas la mère, c'est toi. Mon enfant a 5 kg 170 lorsqu'il naît, bien gros. Avec bien l'eau sur lui, comme s'il avait le liquide amniotique. Il n'avait plus le liquide amniotique. Hein. Dites-moi quelle grossesse qui vit sans liquide amniotique. C'était tout un combat. Je suis partie à la salle je suis rentrée au bloc à 9h. On était censé m'opérer à 9h. Les médecins sont venus me faire sortir. Il y a un médecin qui me dit non, toi là, tu pries quel Dieu? J'ai dit je prie Dieu. Il me dit commence à prier ton Dieu, on ne peut pas t'opérer maintenant là. Il y a un médecin qui va me faire sortir. Je sors du bloc opératoire. On a mis la sonde, tout. On m'a déjà épilé, tout. Je sors du bloc opératoire. On vient me faire entrer dans le bloc opératoire, il est 19h. Mon fils naît à 19h30. Je sors du bloc opératoire, il est 23h et quelques. Je pars, on me met à l'hôpital. D'autres connaissent l'hôpital chez nous. Il y a l'hôpital qu'on appelle l'hôpital général. D'autres personnes connaissent. Et j'ai même l'hôpital général, l'hôpital militaire, autant pour moi, du PK9. On me met à l'hôpital. On ne me met pas d'antidouleur, on ne me met pas d'anti-inflammatoire, on ne me met rien, on vient juste me déposer comme ça là. J'ai fait de 23h à 8h du matin, je n'avais pas d'anti-inflammatoire, je pleurais le sang. On venait à peine de m'opérer, je pleurais le sang. Mais malgré ça, Dieu a permis que je sois là.
il a permis que je sois là. Mais malheureusement, j'ai perdu mon enfant à 1 an et 5 mois. Quand il avait 1 an et 5 mois, j'ai perdu mon enfant. Donc, c'est l'histoire que j'avais à raconter sur ce que j'ai vécu. Et quand j'ai perdu mon enfant, c'est aussi notre histoire. Quand j'ai travaillé, j'ai fait le ménagère, logé, nourri dans une maison, c'est aussi notre histoire. J'ai tellement d'histoires à vous raconter, mais je préfère que vous preniez d'abord celle-ci au fur et à mesure. Vu que je travaille beaucoup, lorsque j'ai un peu de temps, je prendrai toujours le temps de vous raconter une histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonsoir DMG. Je vais essayer de raconter une histoire que nous avons vécue. L'histoire est très longue, je vais essayer de raccourcir ça un peu. Voilà, je vais aller sur les plans essentiels. Ok, merci. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, dans les années 1996-1997. J'étais en classe de CM2. Je suis originaire de cette ville de la Côte d'Ivoire. L'histoire concerne ma famille, précisément le côté paternel. Il faut reconnaître que dans la famille de mon père, ils étaient beaucoup attaqués sur le plan spirituel. Pourtant, elle était très riche financièrement. DMG, il faut savoir que ici, en Côte d'Ivoire, à chaque nouvel an, les enfants vont souhaiter la bonne année à tous. Du genre, chaque parent habille son enfant pour la balade. Généralement, les enfants vont seuls et ils se gèrent. C'est ainsi qu'un 1er janvier, nous étions en train de nous habiller sous le regard de notre mère. Et il faut souligner que ma mère est une femme de prière. À chaque fois que nous devions mettre pied dehors, elle prie sur nous. Elle demande à Dieu de nous protéger. En tout cas, elle demande à Dieu véritablement de garder ses enfants contre le malin. Et c'est comme ça, j'entends toquer à la porte. Je vais voir, ce sont mes cousins. Les enfants à mes 2 tantes. L'autre toujours vivante et l'autre décédée lorsque nous étions très encore enfants. Alors, ma mère me demande qui est là, qui est à la porte. Et je lui dis que ce sont les cousins. Elle me demande de les faire entrer. Ah, DMG, ce que je vais dire. Non. Lorsque je retourne pour leur demander d'entrer, ils ont tous disparu. Hey. Je retourne dire à ma mère qu'ils ne sont plus là. Elle dit, comment ça? Va voir jusqu'au portail. Je cours vers le portail, rien. Je me renseigne, on me dit, aucun enfant n'est sorti de la concession. Je dis, aïe, mais ça c'est quoi ça? Ok. Quelque temps après, on apprend que parmi les enfants, le garçon venait de perdre la vie. Aïe. Et qu'il y a une voiture qui l'a renversé. Il est mort sur le champ. Aïe. C'est ça. Ce 1er janvier là? Non. Donc aujourd'hui, 1er janvier, c'est ça, nous allons vivre. Je tiens à indiquer que l'endroit où l'accident a été fait est très loin de chez nous. Très loin, véritablement très loin. Et que ces enfants-là, avec le temps mis même, ne pouvaient pas arriver aussi facilement là-bas. Ma tante a pleuré toutes les larmes de son corps lorsqu'elle a appris la nouvelle. Car cet enfant qui est décédé est le premier à lui son père et le 7e fils, le 7e enfant de ma tante. C'était un musulman qu'il a eu comme copine puisqu'elle était divorcée de son premier mariage, d'où elle a eu 6 enfants. Et celui qui est décédé le dernier là, elle a rencontré le monsieur qui venait au quartier. En tout cas, c'est un monsieur bien chic, joli garçon, bien, mais qui n'avait pas aussi d'enfants. Et lorsqu'il a vu ma tante, il a aimé ma tante et ils se sont mis ensemble. Et c'est de leur union que cet enfant-là est sorti. Alors,
comme je disais là, elle était divorcée de son premier mariage, d'où elle a eu 6 enfants. Et l'une d'entre elles était la sorcière qui avait tué son frère à l'accident. Le conducteur affirme que, en conduisant le véhicule, il n'a vu aucun enfant sur la route et que c'est après le choc, il descend de la voiture et il voit un chien. Alors il continue son chemin. C'est à son départ qu'il apprend que c'était un petit garçon. En outre, si nous étions avec eux pour la balade, nous allions empêcher l'œuvre de cette sorcière de mettre fin à la vie de son frère, dans la mesure où nous étions déjà consacrés, car toujours notre maman priait sur nous. Donc si nous étions avec ces enfants-là, les malheurs n'allaient pas les atteindre parce que l'Esprit de Dieu nous protégeait déjà, allait protéger l'enfant. C'est pour cela, sa sœur là, sa grande sœur, sa demi-sœur, elle a préféré disparaître avec les autres qui étaient livrés à eux-mêmes. Ma tante n'a pas pu supporter la mort de son fils et est restée triste jusqu'à aujourd'hui. Et le monsieur, lui, n'avait jamais eu d'enfant. C'était son premier. Il a été à son tour très touché. Et ses parents, certainement après consultation, ont demandé qu'il se sépare de ma tante, car ils allaient continuer à bouffer leurs enfants, malgré qu'ils s'aimaient véritablement. Alors le monsieur a donné une forte somme d'argent à ma tante et il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'est plus revenu sur ses pas. La moralité de cette histoire, je demande sincèrement à nos mamans, ou du moins à nous les parents maintenant, de véritablement prier. Nous les parents qui avons des enfants, de véritablement prier sur nos enfants avant de les laisser sortir, avant qu'ils mettent pied dehors, car le dehors est mauvais. Le diable rôde pour détruire. Merci DMG. Et puis, excusez-moi pour la longueur de mon texte. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour la communauté DMG. Merci de liker cette histoire. Et merci DMG pour ce que tu fais pour nous tous. Hein. Et merci pour les histoires, le partage. Et voilà, que Dieu vous bénisse tous. J'ai une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère. Et elle m'avait raconté cette histoire lors d'un séjour que j'ai effectué chez mes parents, mes grands-parents maternels. Donc, quand j'étais arrivée, ma grand-mère m'avait dit, tiens, on va aller faire un tour, je vais te faire visiter. On va aller voir le cousin à ton grand-père et tu vas voir comment il se ressemble. Voilà, moi, j'étais curieuse de rencontrer cet homme-là. Et donc, on décide d'y aller, mais il fallait aller à pied. Donc, on a marché pendant un moment et puis on arrive à un village. Et à l'entrée du village, moi, je me sentais pas bien du tout. Je disais à ma grand-mère que je me sentais pas bien, que j'avais très, très froid et que j'avais peur. Et ma grand-mère me dit, c'est normal, parce qu'il y a eu des drames dans ce village-là. Et donc, en traversant le village, j'avais vraiment la chair de poule. Et puis, tout le long du village, il y avait des maisons qui étaient fermées. La plupart des maisons avaient des portes fermées. Donc, arrivé en bout du village, le village pouvait faire au bas mot 1 kilomètre. Tellement il était grand, des deux côtés, il y avait des maisons. Mais bon, on a rencontré peut-être 2 ou 3 personnes. Peut-être 3 ou 4 portes qui étaient ouvertes, mais tout le village, la plupart des portes étaient fermées. Donc, on arrive au bout du village. Et c'était quand on a marché, c'est comme si on était en apnée. Et ma grand-mère, je pose la question à ma grand-mère, mais je dis, mais c'est pas possible, ce village-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que les maisons soient délabrées, les portes fermées et tout. Ma grand-mère me dit, il y avait eu un drame qui s'était passé là. Et vraiment, c'est vraiment un village hanté. Et il faut traverser le village que la journée, la nuit, c'est pas possible, c'est pas recommandé. Et donc, quand on arrive à destination, ma grand-mère, elle me raconte quand même l'histoire. Elle me dit que dans ce village-là, il résidait un monsieur qui était il était très grand et costaud.
Et ce monsieur faisait peur à tout le monde parce que c'était quelqu'un qui était autoritaire. Il avait bon corps, mais il était autoritaire et il ne laissait rien passer. Et c'était quelqu'un qui faisait vraiment la chasse aux sorciers. Donc tout ce qui était les choses mystiques, il n'aimait pas. C'était quelqu'un qui était très très croyant. Il était catholique. Donc il était une personne qui vraiment, il fallait vraiment pas lui chercher des problèmes à ce monsieur. Et c'était un grand chasseur. Et il avait épousé 2 femmes, il avait eu plusieurs enfants. Et la plupart de ses enfants, il les avait envoyés en ville. Et il avait aussi des plantations de café. Et donc, c'était quelqu'un de riche. Et il suscitait vraiment la crainte et surtout la jalousie des autres, comment dire, les membres de sa famille, plus ses villageois. Donc, à chaque fois, il y avait des problèmes dans le village et on voulait que ce soit lui qui soit le chef du village, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas rentrer là-dedans parce qu'il se disait qu'en tant que chef du village, il allait avoir tout le temps des problèmes à gérer, donc il ne se sentait pas là de gérer les problèmes. Donc, ce qui s'était passé le jour où il a été, le jour où il a été attaqué, il avait eu un problème avec un voisin, un autre villageois, pour une histoire de limite, de concession, une plantation. Ils se sont disputés par rapport à une limite. Puis ce monsieur, il a dit, on va voir. Il a dit comme ça, tu fais ça parce que tu es riche, mais on va voir. Donc, du coup, le monsieur, son voisin, là, est parti voir d'autres en disant, lui, il commence vraiment à se prendre pour le nombril du village, quoi, donc le nombril de la terre. Et ses enfants réussissent. C'est le premier qui a eu la voiture dans le village et tout ça là. Donc, c'était dans les années 70. Il faut dire que pour avoir une voiture, il fallait être richissime. Donc, le monsieur, il commence, celui-là, son voisin commence à en parler à tout le village. Et ça commence vraiment à faire des réunions de sorciers. Donc, la première attaque, ça se passe en brousse. Lui, comme il était aussi un grand chasseur, il part en brousse. Et là, il se retrouve avec devant lui des gorilles qui le pourchassent. Donc, en fait, ce qu'il ne savait pas, il avait même soupçonné, c'était que c'était ses voisins qui s'étaient transformés en gorilles. Donc, là, vers les coups, quand il revient du village, et ce qu'il avait fait, en fait, ce qui s'était passé, c'est que quand ils l'ont pourchassé comme ça, le gars, il a transplané. Il se retrouvait directement au village et ils n'ont pas réussi à le trouver. Il avait disparu comme ça en brousse et il s'est retrouvé directement au village. Donc, eux, quand ils rentrent de leur chasse, là, ils le trouvent tranquillement assis au corps de garde en train de les attendre. Donc, quand il a vu que tout le monde était rentré, comme il habitait au milieu du village, donc il a vu carrément tout le monde arriver de part et d'autre. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un truc, je ne sais pas comment ça se passe, comment on appelle ça, ma grand-mère me l'avait dit à l'époque, une espèce de cloche. Donc il est parti d'un bout de village à l'autre en criant que qui c'est qui est venu l'attaquer là en brousse et que ces personnes-là devaient faire attention. Que la prochaine attaque, il ne va pas laisser passer ça comme ça. Il va aller voir les autorités administratives pour pouvoir porter plainte. Donc, il a fait son speech, il est revenu s'asseoir tranquillement à la maison. Donc, la nuit, la réunion encore des sorciers du village. Et cette fois-ci, il fallait trouver le moyen de le vaincre. Parce qu'ils avaient essayé tous les moyens et ils se sont rendus compte que l'autre était très, très puissant. Donc, du coup, ils ont décidé d'aller chercher d'autres alliés dans d'autres villages. Donc, ils ont cherché, ils en ont trouvé. Ils ont décidé de l'attaquer tous ensemble. Et donc, un jour, le monsieur est rentré tranquillement de la plantation. Et là, il se fait attaquer par un essaim d'abeilles. Donc, qu'on n'a jamais vu dans le village. Mais attaqué au point qu'il n'y avait pas une parcelle de son corps qu'ils ont laissé intacte. Et il est rentré en criant. Donc, il y avait partout dans le village, il y avait des abeilles. Donc, il est rentré
chez lui en courant, les gens ont fermé les portes, c'était la catastrophe. Dans tout le village, il n'y avait que des abeilles. Donc, une fois que les abeilles l'ont bien piqué, il s'est retrouvé dans un état critique. Et il a dit à ses femmes, mais voilà, je crois que cette fois-ci, ils m'ont eu. Et donc, ses enfants sont arrivés, et il y avait sa fille aînée qui était mariée et qui habitait en ville. La fille aînée est vite revenue. Elle a trouvé son père dans un état, mais vraiment... et donc, elle a pris son père, ramené en centre-ville, essayé de le soigner, mais rien n'y fait, son père est décédé. C'est comme ça qu'après l'enterrement, avant même l'enterrement, la fille, elle a pris pareil, elle a pris le fameux clocher, a fait le tour, des va-et-vient dans le village en disant que quiconque a tué son père, cette personne allait suivre son père et elle allait mettre tous les moyens possibles pour venger la mort de son père. Donc, quelques temps après la cérémonie de l'enterrement, la fille aînée a décidé de venger son père. Donc, elle a quitté son mari. Elle s'est rendue dans un autre village où habitait le plus grand féticheur de la contrée. Et là, et comme c'était une très très belle femme, le féticheur lui a dit, si tu veux que je t'aide à venger ton père, il faut que je te prenne en mariage. Donc du coup, la femme la fille de ce monsieur a divorcé de son premier mari, s'est mariée avec le tradipraticien et pour venger son père. Donc le tradipraticien lui a donné un médicament qu'il fallait qu'elle aille planter, une graine qu'il fallait qu'elle aille planter à l'entrée et à la sortie du village. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a pris la graine, elle est partie au village. Elle a commencé à parler. Donc très très tôt le matin, vers les coups de 5 heures du matin, elle a planté la graine. Et elle a dit que quiconque a participé au décès de mon père, que ce soit de près ou de loin, cette personne-là doit suivre aussi mon père. Donc ma grand-mère me dit que du moment où elle avait fait cet acte-là, des gens ont commencé à tomber comme des mouches dans le village. Même les poules qui étaient à la réunion, même le chien, même le chat, tout le monde, sans exception. Donc les survivants étaient ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'avaient pas entendu, parce qu'elle a dit que même si la personne qui avait entendu seulement avait eu écho de la mort de son père, que cette personne tombe aussi. Parce que la personne pouvait aussi avertir son père, puisque ce monsieur n'avait rien demandé et c'était quelqu'un qui faisait du bien à tout le village. Donc si quelqu'un avait été complice ou avait entendu le complot concernant la mort de son père, cette personne devait aussi mourir. Donc ce qui s'est passé, c'est que 95% de la population du village est morte. Et le village s'est retrouvé comme ça, vidé de sa population. Et personne n'osait plus jamais venir dans le village s'installer. Donc c'est comme ça que le village est resté comme ça. Un très très grand village et très peu de population. Voilà. Donc la morale de cette histoire, c'est vraiment donc d'abord, on sait que le sorcier n'a pas de cœur. Tu peux donner tout ce qu'il faut à un sorcier, mais quand il décide de te tuer, il ne cherche même pas à comprendre. Et surtout aussi par rapport à la vengeance, parce qu'il y a des vengeances là que on se dit que c'est peut-être 2 ou 3 personnes, mais donc c'est toute une population qui meurt. Donc le monsieur, pour la mort d'une seule personne, c'est tout le village qui a payé. Voilà, donc que faisons attention à nos actes et surtout soyons vraiment, vraiment, vraiment dans la non-vengeance, parce que venger une personne et on se retrouve avec plus de 77 ou 80 ou 200 personnes qui meurent juste à cause d'une seule personne. Je ne sais pas si ça rapporte beaucoup, mais moi, cette femme, je l'ai rencontrée parce que ma grand-mère voulait que je la rencontre, cette femme-là. Je voulais vraiment la voir. C'est une femme qui avait vraiment vendu son âme pour venger son père.
Donc, elle s'est mariée à ce praticien. Elle a vendu son utérus et elle est restée avec cet homme-là. Elle est morte il y a pas longtemps, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu vraiment. Elle était reconnue. Tout le monde savait que c'est elle qui avait tué ces personnes et elle assumait. Soyez bénis. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté, bonsoir à tous ceux qui vont écouter cet audio. Donc, mon histoire est quand même assez courte. Et honnêtement, si on m'avait expliqué les événements que je vais vous raconter ici, on me les avait expliqués, je n'allais jamais croire. Jusqu'à ce que moi-même je vois, je n'allais jamais croire. Donc, j'étais rentré en vacances dans mon pays d'origine. Et ça coïncidait avec un décès. Donc, voilà, c'était un monsieur en tout cas vraiment très respecté. Et voilà. Donc, ça coïncidait avec un décès. Et on devait participer aux obsèques. Donc, on est allé en famille. Et c'était le jour de l'enterrement, précisément. Donc, d'abord, il fallait faire sortir le cercueil, avec le corps bien sûr à l'intérieur, pour que maintenant le défunt fasse le tour de ceux qui sont venus lui dire au revoir, en quelque sorte. Donc, ceux qui tenaient le cercueil maintenant ont porté le cercueil, ils étaient à l'intérieur de la maison, ils ont porté le cercueil, mais ils ne pouvaient pas sortir. Là, ils disent que le cercueil ne bouge pas, le mort ne veut pas sortir. Bon, moi je me suis dit, c'est encore cool, c'est peut-être des superstitions, c'est pour faire un peu de spectacle, je sais pas. Au départ, je ne croyais pas à ça. Donc, ils ont tout fait, déposer le cercueil, ouvrir, parler aux morts. Ouais, mais il faut sortir maintenant, tu vois. Il faut sortir maintenant, c'est le moment d'aller à la dernière demeure. Non, il ne veut pas sortir. Ils ont essayé de reporter encore, il ne veut pas sortir. C'est là, il y avait une vieille femme qui était là. Donc, la dame a dit, voilà, vous savez, vous connaissez les coutumes. Donc, est-ce que vous avez fait le rituel que le monsieur a demandé d'abord? C'est là les gens se sont rappelés que, ah ouais, il avait demandé un rituel avant de se faire enterrer. Donc, le rituel était simple. Il fallait, en quelque sorte, égorger un mouton tout blanc. Et lui, maintenant, il va passer au-dessus. Ceux qui vont porter le cercueil vont passer au-dessus de la carcasse du mouton. Donc, chose a été faite. Et c'est là ils ont réussi à sortir maintenant le corps de la maison. Et dès qu'ils ont fait sortir le corps de la maison, il fallait faire maintenant le tour de ceux qui sont venus lui dire au revoir. Donc, en portant maintenant le cercueil, quand ils arrivent devant quelqu'un qui était quand même assez proche de lui, le cercueil s'arrête. Il s'arrête avec le cercueil. Tu vois, pendant quelques moments. Et puis maintenant, il continue. Il continue la ronde. Quand il arrive encore chez une autre personne qui était quand même assez proche de lui, il s'arrête encore. Jusqu'à arriver à un monsieur avec lequel il ne s'entendait pas du tout. Pendant son vivant, il ne s'entendait pas du tout. Il y avait vraiment des tensions entre ces personnes, entre ces deux-là. Et les porteurs du cercueil ont tout fait pour arriver vers cette personne. Mais non, le cercueil ne veut pas avancer. Ils ont tout fait. Le cercueil ne veut pas avancer. Le type maintenant, il a fallu qu'il demande pardon. Pour toutes les méchancetés qu'il a eu à faire, pour tout ce qu'il a eu à dire, pour toutes ces choses-là. Donc il a fallu maintenant qu'il demande pardon pour pouvoir laisser le cercueil passer. Donc il a demandé pardon, il s'est excusé. Et voilà, il a reconnu son tort. Et c'est là maintenant que le cercueil a pu passer devant lui. Jusqu'à aller maintenant à l'enterrement. Et moi, honnêtement, j'avais écouté des histoires de ce genre-là, mais je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Moi, je suis du genre, si je ne vois pas, je ne crois pas. Et là, il a fallu que je voie vraiment pour croire. Parce qu'au début, je me disais peut-être c'était une mise en scène. Mais quand j'ai vu, bon, tout le monde est au sérieux, donc il n'y a pas question de faire mise en scène. Et c'est là maintenant que j'ai commencé à croire. Donc, wow. L'Afrique a ses mystères. C'est pas que
C'est pas que souvent on va dire des choses et puis maintenant on va laisser comme ça, on va se dire ouais c'est juste des banalités, mais l'Afrique a ses mystères et là franchement je le reconnais. Voilà, merci à DMG TV et bon, salut encore à tous ceux qui vont écouter cet audio et puis voilà, bonne continuation. Vous likez la page, vous vous abonnez, vous la partagez, faites de telle sorte qu'on grandisse encore et voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Bonjour, bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toute la communauté. Voilà, j'appelle depuis le Gabon, enfin je fais cette note vocale depuis le Gabon et je viens apporter ma petite contribution en revenant avec une autre petite histoire. Voilà, c'est déjà pour conscientiser un peu toutes nos sœurs là qui aiment aller attacher les hommes chez les marabouts, faire des rituels pour être toujours attractive et tout ça. Donc c'est pour dire en fait que c'est pas tous les hommes qu'on fétiche ou qu'on attache, parce qu'il y a des mamans, quand elles accouchent, elles prononcent des paroles ou il y a des personnes qui, en grandissant, prennent des précautions pour éviter justement d'être envoûtées par certaines filles, certaines femmes. Donc c'est l'histoire d'une camarade du lycée. À l'époque, j'étais encore au lycée en première. Cette fille, elle aimait bien les Blancs. Enfin, j'ai grandi dans une ville du Gabon où il y a une très forte communauté européenne et les filles là-bas, elles adulent les Blancs en fait. Elles adulent les Blancs et chacune veut avoir voilà, son petit mari blanc parce que bon, c'est comme à l'époque, hein, je ne sais pas si c'est toujours la même chose aujourd'hui, c'était comme un signe de réussite quand on avait un mari blanc. Et donc, la camarade du lycée en question aimait se rendre chez un dentiste blanc. Elle aimait se rendre chez un dentiste blanc. Et ce dentiste-là, c'était un coureur de jupons. Il faisait les avances à toutes ses patientes. Quand il te trouve jolie, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Quand il te trouve jolie, il te fait des avances et tout ça. Et il était tellement doué dans la drague que tu avais l'impression en fait de te sentir spécial. Donc la fille, je pense qu'elle est tombée dans le panneau et plutôt que de se contenter des avances, elle a décidé d'aller chez un marabout pour envoûter le gars, donc le dentiste en question. Et dans la ville, il y avait un papa togolais qui était réputé pour fabriquer des potions d'envoûtement, des parfums d'amour, d'attirance, ce genre de choses-là. Et elle est allée le voir. Elle lui a expliqué, elle a dit ouais, il y a un blanc qui la drague, mais bon, il se décide pas vraiment. Donc elle voudrait quelque chose pour que le gars soit accro à elle. Le papa, il a fait ses incantations et tout, il a regardé, il a dit à la fille, tu es sûre que tu veux vraiment faire ça? Elle a dit oui, je suis sûre. Et puis c'est un blanc. Déjà, les blancs, ils ne sont pas comme nous, les noirs. Ils n'ont pas de protection, ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien du tout. Donc voilà, ça va être facile. Parce que pour la petite histoire DMG, la ville où je vis, où j'ai grandi, comme je disais, beaucoup de filles en fait allaient chez les praticiens pour envoûter ces blancs-là justement parce qu'ils n'avaient aucune protection et ça marchait parfois. Ça marchait parfois. Et donc, la fille, elle a convaincu, elle a insisté. Le papa, il était un peu hésitant, mais bon, il n'osait pas lui dire pourquoi. Il lui a dit, écoute, si tu veux, il n'y a pas de problème, moi je te fabrique ce que tu veux. Mais vraiment, c'est à tes risques et périls. La fille a dit non, il n'y a rien et tout, elle a insisté, elle a payé. Et il lui a donné l'espèce de parfum d'attirance là pour justement envoûter le gars, le dentiste. Donc, elle avait rendez-vous avec lui. Elle a mis son parfum. Mais ce que la fille ignorait, c'est que le dentiste en question, il a tellement duré au Gabon, il a vu beaucoup de ses compatriotes français comme lui se faire envoûter, beaucoup de familles détruites, que lui, il est allé se blinder, comme on dit. Il a fait des rituels sur son corps, le genre de rituel qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Ça veut dire que si quelqu'un essaie de lui faire du mal sur le plan spirituel, ça repart chez cette personne-là. Et donc,
La fille n'ayant pas cette information, elle s'est dit, bon, c'est un blanc et tout, il connaît pas forcément les trucs africains, les trucs machin et tout. Donc, elle est allée faire le fameux parfum. Donc, le jour du rendez-vous avec le docteur en question, elle se parfume tranquillement comme le papa lui avait demandé de faire. Elle arrive et au rendez-vous, mais chose étrange, pendant qu'ils sont en train de parler, mais vraiment la fille, elle sort toutes ses cartes, elle essaie de le séduire, en sachant que bon, elle a un atout supplémentaire, le parfum, elle essaie de le séduire, mais elles sont comme si sa tête tournait, elle se sentait étourdie, et puis bam, elle est tombée. Le monsieur, il a eu peur d'abord, il s'est dit, bon, peut-être qu'elle a fait un malaise et tout ça. Donc, il a vite conduite à l'hôpital. La fille, elle était dans les vapes. Il l'a laissée là, il a contacté ses parents proches, en fait, les derniers numéros qui étaient dans son téléphone, les gens sont arrivés. Et il est parti parce que bon, il n'avait rien à voir avec la fille, c'était juste une affaire de drague, donc il voyait pas pourquoi il pouvait rester là. Et quand la fille se réveille, elle a perdu complètement le nord. Elle racontait n'importe quoi, donc il a fallu qu'on la maîtrise et tout. Elle disait n'importe quoi, elle a commencé à enlever la perruque, elle a commencé à vouloir se déshabiller, elle a commencé à faire des trucs, donc les parents avaient peur et ils l'ont emmenée d'abord à l'église. Ils l'ont emmenée à l'église et puis à l'église là-bas, on lui a demandé de parler. On lui a dit non, tu as fait quelque chose, tu as voulu faire quelque chose à quelqu'un et c'est revenu sur toi. Elle était là, elle disait non, je n'ai rien fait et tout, machin. On lui a dit à l'église, ils ont insisté, ils ont dit, tu as fait quelque chose. Si tu ne te confesses pas, tu vas rester dans cette folie-là. Donc, comme la fille refusait de se confesser, les parents l'ont emmenée chez les tradis praticiens et tout et tout. Donc, c'est chez les tradis praticiens maintenant, quand la situation s'empirait, tout le monde la suppliait, confesse-toi, 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 confesse-toi. Finalement, elle s'est confessée. Ils l'ont soignée pendant plusieurs mois. Elle n'avait même pas fini son année scolaire avec nous. Et elle est sortie de là quand même. Elle a gardé quelques séquelles, hein, parce que vous savez, la folie, même quand on vous soigne, il y a quand même des petits signes qui prouvent que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Donc c'est un peu ça, voilà. Donc on exhorte les filles. Si vous aimez quelqu'un, c'est pas la peine d'aller tremper dans des choses pas claires pour attirer l'attention de la personne parce que vous ne savez pas comment cette personne est née ou ce que cette personne a fait sur son corps pour combattre tout le côté spirituel là. Donc vraiment de faire attention. Donc voilà, DMG, c'était ma participation d'aujourd'hui. Je souhaite à tout le monde de passer une agréable journée. Merci de commenter, de liker et de partager. On se voit dans les commentaires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire rapidement. DMG, bonjour. Je suis une de vos abonnés. Vraiment, je suis abonné à la chaîne DGM. Au travers de ma fille, c'est elle qui avait commencé à m'envoyer les histoires mystiques. Et vraiment, depuis là, je suis presque toutes vos histoires. Vraiment, c'est très édifiant ce que vous faites. Parce que ça nous rend vraiment éveillés. Ça nous permet vraiment de connaître tous les pièges, bref, les mystères qui nous entourent. Parce que notre monde est vraiment plein de mystères. J'invite tout le monde à partager, à liker pour que la communauté s'agrandisse. Bien, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue avec ma fille. Pour dire que parfois, ce n'est pas toujours que
on cherche les problèmes. Mais tu peux, en voulant même seulement aider quelqu'un comme ça, là, vraiment, tu te mets en danger même sans le savoir. L'histoire donc commence. L'histoire d'abord se passe au nord Cameroun parce que je suis une Camerounaise. Ça, c'était un vendredi, nous sommes rentrés de la prière parce que c'était au moment, je crois bien c'était au moment du carême. Et on était parti au chemin de croix. On est rentré le vendredi soir. Quand on rentre donc, je suis rentrée avec une soeur et sa petite soeur. On était assis là dans ma maison, on causait. Subitement, ma fille vient m'appeler, maman, viens voir. Voici, on est en train de battre tel. Elle me dit que on a déjà tout fait, le gars ne veut pas la laisser. C'est comme ça que nous sortons en courant. Parce qu'on vivait dans un camp et il y avait une grande maison et ma maison était la petite maison. Et mon voisin qui vivait là était affecté un peu plus loin dans une autre ville. Donc il venait seulement quelques fois dans le mois et il vivait avec sa nièce. Donc monsieur et madame n'étaient pas là. C'est la nièce de l'homme qui vivait dans la maison. Et le gars qui la battait, c'était son frère. Son grand frère. Donc le gars pouvait avoir dans les 18 ans comme ça. Et sa petite soeur était dans les 14-15 ans. C'est comme ça que je cours. On court, on entre dans la maison. Le gars est en train de bastonner l'enfant. Le gars est en train de la battre sérieusement. Quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, il ne nous gère même pas. Il ne nous gère même pas et il continue toujours. L'enfant crie, l'enfant pleure, l'enfant crie « Sauvez-moi, sauvez-moi, il veut me tuer ». C'est comme ça, quand on veut s'approcher, il nous menace. Les autres se sont reculés. Moi, j'ai avancé. J'ai dit que, ouais, mon frère, qu'est-ce qui se passe même que tu ne fais que bastonner ta soeur comme ça là? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai dit que DMG, quand le gars s'est retourné pour me regarder, ses yeux étaient rouges. Heureusement pour l'enfant que quand il s'est retourné pour me regarder comme ça là, elle a pu donc s'échapper. Elle est partie entrer dans ma maison. Moi aussi, je suis et nous sommes tous entrés aussi. Nous sommes entrés dans la maison. Il est venu, il a commencé à nous menacer avec le gourdin. C'est comme ça que j'ai même fermé la porte. On était à l'intérieur, on avait peur. Il a commencé à nous menacer là, à envoyer les paroles que envoyez-la ici dehors. Si vous ne l'envoyez pas ici dehors, moi-même, vous-même, vous serez dans les problèmes parce que c'est une affaire de famille. On est resté là, tranquille. Il dit que il recommande, envoyez-la ici dehors, sinon vous allez vous-même écoper. Heureusement pour nous que un frère, en passant par là, puisque la maison, la concession était en bordure de route, en passant, il a entendu le bruit. Il est donc venu regarder qu'est-ce qui se passe même ici. Il trouve le gars avec le gourdin en main.
Il demande au gars que qu'est-ce qui se passe. Le gars ne dit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars ne dit. Entre-temps, nous étions déjà sortis, on était sur la véranda. Et j'étais en train d'expliquer donc à mon frère là ce qui s'est passé. Et il dit on lui demande qu'est-ce que ta petite soeur t'a fait. Il ne dit rien. Il est resté muette comme une tombe. Mon frère là donc a dit, comme tu ne veux pas expliquer ce qui s'est passé, tu vas alors aller expliquer ça au commissariat. Il a donc sorti son téléphone. Il a appelé le commissaire. On avait un commissaire dans le quartier. Et c'était un monsieur vraiment bien, vraiment disponible. Dès qu'on l'a appelé, il a dit à mon frère là que j'étais même déjà en train de sortir, j'arrive. Il arrive donc, il arrête le gars par la ceinture. Il lui demande, pourquoi tu menaces les gens? Le gars, il ne dit rien. Il commence seulement à dire que c'est une affaire de famille. C'est comme ça que le commissaire est sorti avec lui. Il a emprunté une moto, ils sont partis. Et il est parti donc l'enfermer au commissariat de sécurité publique. Donc il a mis au frais là-bas. C'est comme ça que nous aussi, on s'est déporté au commissariat. Je suis donc allée faire ma déposition, sa petite soeur aussi. Et bon, ceux qui étaient témoins de la scène. Maintenant, j'ai fini de faire ma déposition. Je suis rentrée. DMG, c'est là alors que on avait alors tout gâté. Parce que c'est là qu'on a compris qu'on a mis vraiment l'huile sur le feu. On rentre. L'heure de dormir, on prie bien, on part, on se couche. À 2 heures du matin, j'entends seulement l'enfant qui vient me secouer dans ma chambre. Maman, quelque chose m'a mordu. J'ai d'abord dit dans le sommeil que tu es sûr que c'est pas la fourmi. Elle dit non, maman. Elle commence à pleurer. Oh. Elle pleure, elle prie, elle pleure, elle crie, elle pleure. Moi, je me lève et je dis que ça c'est encore quel problème. On fouille, on essaie de fouiller, on regarde, on allume la lumière, on regarde, on ne voit rien. On regarde tout autour de là où elle était couchée, on ne voit rien. C'est alors quoi qui a mordu l'enfant. C'est comme ça que mon esprit m'a seulement demandé de prier. J'ai commencé à prier. J'ai prié DMG, j'ai prié, j'ai dit à Dieu que Seigneur, je sais que tu es vivant. Et moi, je sais un Dieu vivant. Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Je veux que, quel que soit ce qui a mordu cet enfant, que cette chose se montre maintenant pour qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Parce que si je pars même à l'hôpital là maintenant, on va me dire qu'est-ce qu'il a mordu, je ne saurais pas. C'est comme ça que DMG, sans faire 5 secondes, je vois seulement le scorpion qui sort, qui vient vers moi. Il vient vers moi. Je regarde. Je dis merci Seigneur. Donc c'est toi. C'est comme ça que, avec le réflexe, j'ai seulement pris la babouche. J'ai donné à
toi. Parce qu'il était même déjà neutralisé. Il ne bougeait plus. Quand il est venu se placer là, il ne bougeait pas. Je l'ai écrasé, donc j'ai dit que j'ai dit à l'enfant, voilà ce qui t'a donc mordu. C'était le scorpion. Et la douleur vive qu'elle ressentait là, dès que j'ai écrasé le scorpion comme ça là, ça a quand même atténué. La douleur n'était plus trop intense comme c'était là. C'est comme ça qu'on est sorti avec l'aide de quelques voisins. Nous nous sommes donc dirigés à l'hôpital de district. Arrivé, on a trouvé l'infirmier de garde. L'infirmier de garde a dit, vous avez apporté ce qui a mordu l'enfant. Je lui ai seulement montré que c'est le scorpion. C'est donc comme ça que il a fait son diagnostic, les frais qu'on devait payer. Je suis allée à la caisse, j'ai payé. Et c'est comme ça, on a posé on a mis l'antivenimeux là. On lui a mis l'antivenimeux, on a mis les injections dedans. Bon, c'est comme ça, vers 5 heures, cette perfusion là était déjà finie. Bon, il a prescrit un autre truc là, c'était une pommade comme ça. Et il a dit que ça va, elle est hors de danger. C'est comme ça que nous sommes rentrés à la maison. Quand on est rentré, j'ai seulement rendu gloire à Dieu parce que j'ai fait ma prière, que je ne connais rien. Moi, je ne connais rien. Le lendemain, maintenant, la mère du garçon là, on m'a dit, bon, il m'a été rapporté qu'elle est partie au commissariat. On lui a demandé de payer 10 000 francs. Ils ont dit que c'est une affaire de famille. Et on a demandé au gars qu'est-ce qui s'est passé. Il a raconté des trucs bizarres là. Oh, il a dit que il a surpris sa soeur avec un garçon et tout et tout. Et quand l'enfant même est rentré, je lui ai demandé, au fait, ton frère même te battait, il y avait quoi? L'enfant m'a raconté que comme leur oncle, puisque leur oncle chez qui la fille vivait, lui n'a pas d'enfant. Et c'est un fonctionnaire, donc par mois, il payait les sacs de riz, sacs de maïs, sacs de mil, sacs d'arachide. Donc, il mettait dans la maison. Et que le gars en question venait chaque fois, dès qu'il venait, il partait puiser. Donc, bref, elle disait que quand il venait, il donnait le sac, elle partait puiser une quantité. Il partait au marché vendre pour boire son vin ou bien bon, pour ses besoins. Et c'était comme ça régulièrement. Et que il est venu ce jour-là, elle a dit qu'il n'y a plus grand-chose au magasin. C'est pour ça qu'il a commencé à la bâtonner. Bref, elle m'a raconté un truc comme ça. Donc, c'est pour dire vraiment aux gens que on doit seulement faire attention. Parce que tu dis que tu dis que tu es en train tu dis que tu vas aider quelqu'un. Finalement, tu te mets que dans les problèmes. Mais nous devons savoir que le bien est bien. Ce n'est pas parce que le monde est méchant que nous n'allons plus faire le bien. Parce que Dieu prend toujours ces biens-là. Il se souvient de ce que nous faisons aussi de bien là pour nous enlever dans certaines situations. Donc, j'invite tout le monde vraiment à partager, à liker et que Dieu nous garde tous. Merci.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonsoir, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme nouvellement mariée. Donc comme ça, un jour, la jeune mariée va demander à son époux de bien vouloir accepter d'aller passer quelques temps auprès de sa maman pour passer des vacances, quoi. Ce qui va pas déplaire au mari, qu'il va bien prendre la chose et puis il va accepter d'aller en vacances avec sa femme dans le village de la belle famille. Arrivé au village, le monsieur, comme il était quelqu'un qui s'y connaissait un peu bien dans la pêche, il va très souvent aller à la pêche avec sa femme, les pêches nocturnes, pêche de nuit. Donc c'est comme ça, à chaque fois qu'il partait à la pêche, il ramenait vraiment assez de poissons, ce qui permettait aussi à la belle famille de varier aussi l'alimentation, d'avoir un peu du poisson et tout, du bon poisson. Et c'est comme ça, à chaque fois autour du feu, ça mangeait, ça racontait avant d'aller dormir. Donc, comme ça, un soir, la belle-mère va demander au beau-fils, mon fils, dis-moi un peu, à chaque fois que tu pars à la pêche là, dis-moi un peu, combien de lances tu emmènes avec toi pour te défendre avec ta femme? La question ne va pas plaire au beau-fils, il va se poser la question, pourquoi ma belle-mère veut savoir le nombre de lances que j'apporte avec moi pour me défendre? Bon, pour ne pas vexer la belle-mère, il va dire, maman, j'emmène souvent trois lances avec moi. C'est comme ça. Le temps va passer et puis la famille va aller s'endormir et tout. Quelques jours plus tard, environ une semaine comme ça, le mari va décider encore de partir à la pêche avec la femme. Et lorsqu'ils vont aller à la pêche, ils vont aller aux environs de 20 heures comme ça. Et c'est à partir de 21h, 22h, 23h qu'ils vont commencer à faire la pêche pour revenir peut-être aux environs de 4h, de 5h du matin par là. Donc, ils font la pêche nocturne. Ils font vraiment la pêche nocturne pour attraper le gros poisson parce qu'il y a des poissons qui ne sortent que la nuit et tout. C'est comme ça que, naviguant sur l'eau avec sa femme, la femme va apercevoir au bout de la rivière une grosse boule de feu. Elle va faire signe à son mari qui regarde. Nous avons de la visite de quelque chose de très bizarre. Quand la femme regarde comme ça, elle commence à trembler. Le mari calme la femme. Il prend sa femme, il met sa femme entre ses deux pieds. Il la place devant entre ses deux pieds dans la pirogue. Et il demande à la femme de lui donner la première lance. Il arrête de pagayer, ils font silence sur l'eau. C'est comme ça la flamme va commencer à venir en flèche vers lui et sa femme. Il va saisir la lance. Il va lancer la première lance comme ça là. C'est comme s'il y avait une main dans la flamme là qui attrapait la lance là, la sagaie là. Elle attrape la sagaie comme ça, elle jette ça dans l'eau. Elle fait le tour de la pirogue. Elle repart de là où elle revient. Elle revient en force comme ça, le monsieur prend la deuxième lance. Il lance la boule, la main sort toujours de la flamme là, attrape la deuxième lance, fait encore le tour de la pirogue, repart là où elle revient. Quand elle revient encore, elle vient encore en force vers eux. Le monsieur prend encore la troisième lance. Il lance, la main attrape la troisième lance et la flamme repart. Fait d'abord là-bas environ 5 minutes. Le monsieur est là, la femme tremblait. Le mari calmait la femme. La femme tremblait, disait que c'est fini aujourd'hui là. Toi et moi on va mourir ici là sur l'eau. On va faire comment? Le mari va calmer la femme. Il va demander à la femme de lui donner la 4e sagaie qu'il avait emmenée. Il s'est souvenu que
ma belle-mère m'avait demandé pourquoi, combien de lances je pars avec ça. Je crois que c'est pour m'attaquer qu'elle avait demandé ça, pour savoir combien de lances je vais lancer au cas où nous sommes attaqués. C'est comme ça, il dit, donne-moi la 4e sagaie là. Il a appelé la première sagaie. Et lorsque la boule de feu est venue vers eux, c'est comme si la boule de feu venait maintenant m'aboulement avec la confiance que non, là, c'est sûr que là, il n'a plus d'armes. Là, maintenant, je peux renverser la pirogue. Quand il est venu, le monsieur l'a surpris, l'a lancé. La sagaie en plein milieu de la boule de feu. Ils ont entendu le cri. Et le cri qui est sorti, c'était le cri de la belle-mère. Elle criait. Donc, le cri est parti de l'eau en allant vers... C'est comme si le cri partait. Le cri s'échappait de l'eau vers le village. La belle-fille a compris que c'était sa mère qui était venue les attaquer mystiquement sur l'eau. Voilà comment ils n'ont même plus continué la pêche. Ils ont fait demi-tour. Ils ont commencé à repartir à la maison. En arrivant à la maison le matin, ils se sont rendus compte que la belle-mère était en train d'agoniser le matin. Et elle dit au beau-fils, vraiment mon beau-fils, tu m'as trompé. Tu m'as dit que tu as amené seulement trois sagas avec toi. Pourquoi tu m'as trompé? Tu m'as trompé. C'est comme ça, la fille disait qu'on ne te trompe pas. Pourquoi? Donc, quand tu es venu là, c'était pourquoi? Tu es venu si c'était pour nous tuer, non? Donc, tu voulais quoi? Qu'on se laisse faire pour que tu nous tues. Tu n'avais qu'à mourir. Et tu vas mourir, ta famille va t'enterrer. Donc, non, on est venu ici là pour passer du bon moment avec toi. Donc, toi, le plan que tu avais, c'était de me tuer avec mon mari. Elle a ramassé les bagages avec son mari. Elle a laissé la famille s'occuper de la mère qui agonisait. Et la mère a fini par mourir derrière elle. Elle a pris son mari. Et ils sont rentrés en ville. Elle a refusé d'assister au funérailles d'une mère qui a tenté de la tuer, elle et son mari. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 10e histoire. Bonsoir à toute la communauté DMG. Alors, je vous envoie cette histoire depuis le Gabon. Bon, c'est l'histoire d'une jeune fille ici, ça remonte comme à quelques années, voilà, qui a eu affaire, qui avait une relation avec un homme béninois. Voilà, après son accouchement, peut-être 1 an est passé, 1 an, 2 ans par là. C'est comme ça qu'elle décide de se remettre un peu en contact avec les parents du village. Vous savez que nous, là, on grandit, on reste en ville, en fait, nous sommes des citadines et tout. C'est comme ça que le gars a dit que, ok, mais tu pars comment et tu pars quand? Oh non, je pars incessamment, mais je pars avec l'enfant. Le gars demande que, tu pars, est-ce que tu es obligé de partir avec l'enfant? Oh non, mais justement, je pars parce que je veux que l'on connaisse aussi l'enfant. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie. Le gars insiste que, maman, moi je vous connais, on connaît les villages, les réputations des villages et tout. En plus, ça fait longtemps que tu n'es pas allé là-bas. Est-ce que tu es obligé d'insister? Elle aussi, elle insiste que non, je pars avec l'enfant. Il n'y a pas de souci, je vais veiller sur l'enfant, rien ne va arriver. Il dit, ok, la même façon que tu pars avec mon enfant, la même façon que tu dois revenir. C'est comme ça qu'elle dit, ok, elle est partie. À peine elle arrive au village, je ne saurais donner l'ethnie de la fille, mais c'était ici. Elle arrive au village, tout le monde, vous savez, il y a des endroits où quand quelqu'un arrive, une nouvelle chose arrive de suite, tout le monde est alerté. Les gens viennent à la maison regarder l'enfant, elle aussi, elle prend l'enfant, elle décide maintenant de faire le tour du village avec l'enfant pour présenter l'enfant. On dit que, maman, ça fait longtemps, on ne t'a plus vu, comment tu vas? Ça, c'est ton enfant. Ça, elle est belle. Machin. Tout le monde qui touchait l'enfant. Tout le monde venait voir l'enfant. Tout le monde venait voir l'enfant. Tout le monde venait voir l'enfant. Excusez-moi un peu pour le bruit avec les chiens et tout. Donc, tout le monde maintenant venait voir l'enfant. Tout le monde maintenant s'agitait comme si c'était même, je ne sais pas ce qu'on était venu. C'est comme ça qu'après, voilà, elles sont là pendant leur séjour et tout. Tout d'un coup, l'enfant a commencé à être bizarre quelques jours après. L'enfant a commencé à être malade. Ou l'enfant a des absences. L'enfant est faible, passe le temps à dormir. Si l'enfant ne dort pas, l'enfant pleure. La mère s'inquiète, c'est comment? Je suis bien arrivée à l'enfant depuis bien. C'est mieux l'enfant qui a problème. L'enfant qui pleurait, malade. C'est comme ça qu'elle décide de remonter. Ses parents, sa mère qui est au village et tout, conseille que, maman, repart avec ton enfant parce qu'à la lune, là, ce n'est pas bon.
essaie d'aller voir un peu, tu l'emmènes, comme là-bas vous avez les bons hôpitaux et tout, tu l'emmènes, tu vas l'emmener à l'hôpital et tout. Quand elle arrive avec l'enfant en ville, elle ne pouvait plus cacher parce qu'elle était au village et tout. Mais quand elle arrive, elle est obligée de dire au père de l'enfant que l'enfant est malade. L'enfant ne passe son temps qu'à pleurer. L'enfant est faible, passe son temps qu'à pleurer. Et vous connaissez les enfants, il y a des enfants, quand il est quand même à l'aise le matin, 6h à 18h, 19h, l'enfant est déjà métier comme si ça fait une semaine qu'il traîne la maladie. L'enfant n'a même pas fait une semaine. L'enfant est décédé. Le gars a dit que, ok, d'accord. Le gars a d'abord commencé à bien menacer la fille que moi j'étais bien dit que est-ce que tu t'es obligé de partir avec l'enfant dans ton village? Elle aussi ne pouvant rien faire que pleurer, regretter, pleurer, regretter. Il dit ok. De toutes les façons, si toi-même aussi tu es dans l'affaire de la mort, parce que je sais que mon enfant n'est pas mort d'une mort naturelle, tu vas aussi tomber. Si tu n'es pas dedans, tombe. Si tes parents sont dedans, eux aussi vont tomber. Donc le gars, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il impose à sa copine de l'emmener dans son village. C'est comme ça qu'elle emmène le gars au village. Quand elle emmène le gars au village, le gars arrive au village, même pas fait fion qu'il est venu ses genoux, quoi. Il est venu pour faire quelque chose. Tous ceux qui sont responsables de la mort de son enfant vont devoir aussi la suivre. Il se met en plein centre du village. Il commence à faire les trucs. Je ne sais pas si je dirais des critiques, je ne sais pas. Mais il commence à faire des rites, il balance les trucs, il fait des trucs, il laisse le truc au sol, il se met au sol, il se lève, il fait des trucs en plein centre du village. Mais les gens regardent, les gens ne peuvent rien dire. Ils vont dire quoi? Même si certains peut-être étaient au courant de ce qui s'est passé, d'autres n'étaient pas au courant. Il parlait une langue qu'on ne connaît pas, je ne sais pas quelle langue on parle, bénin et tout. Tout. Quand il a terminé, il a seulement dit en français que tous ceux qui sont responsables de la mort de mon enfant, je vous laisse une semaine. Vous allez tous tomber un à un. On va entendre que tel. Il a fini ses machines, tout. Boum, il a laissé le village. Le même jour, il est parti. On a commencé à entendre le village. Quelques jours après, oh tel, en brousse s'est cassé le pied. Oh tel, l'arbre est tombé dessus, il est mort. Oh tel, il est tombé de l'arbre là-bas, machin, mort. Oh tel a fait l'accident en partant en brousse. On a commencé à entendre un à un, les gens tombaient. Et la plupart, c'était les vieux du village qui tombaient. On entend que tel est mort là-bas, tel est mort là-bas. C'était venu comme un jeu, tel est mort là-bas, tel est mort là-bas. À un moment donné, il y avait des gens qui commençaient à être épeurés. En tout cas, en général, quand on sait qu'on a fait quelque chose, tu commences à avoir peur. Donc, même si peut-être le moustique t'a piqué, tu vas te dire que peut-être le moustique est venu pour ma mort. Donc, c'est comme ça qu'il y a une vieille dame dans le village. Elle s'est carrément cassée le pied. Quand elle se casse le pied, après le pied commence à faire un peu comme le fusil de se gonfler et tout. Ça commence à prendre la jambe. C'est comme ça qu'avec la peur, elle décide de partir chez les parents de la fille au village. Bon, elle était dans le même village. En fait, elle décide de partir où résidaient les parents de la fille au village, en fait. Pardonnez-moi, pardon, je n'ai rien fait. C'est vrai que j'étais là quand on a pris l'enfant, mais je n'ai pas mangé l'enfant. Moi, j'ai seulement bu la soupe. Donc, en gros, ils ont mangé l'enfant en vampire. Et quand ils mangent l'enfant, ils ont préparé l'enfant. Je ne sais pas s'ils mettent la tomate, le sel, le cube, l'oignon et tout. Ils ont pris l'enfant. Ils ont préparé l'enfant spirituellement en vampire. Ils ont mangé l'enfant. Et elle dit, donc en gros, en fait, pour se sauver, elle dit, elle n'a pas mangé. Elle a seulement bu la soupe. Comme pour dire qu'en gros, je n'ai presque rien fait. Mais j'étais là, pardon, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. C'est comme ça qu'elle a dû sortir. On lui a demandé que tu étais avec qui d'autre, qui n'est pas encore mort. Parce que toutes les morts qui passent, c'est des gens qui étaient dedans. Ils étaient nombreux. Elle a commencé à citer les noms. Mais même malgré ça, ça n'a pas stoppé le fait que la chose était déjà là, il fallait qu'il meure. Donc, l'histoire est finie comme ça. Je crois que la relation avec le gars, entre le gars et la fille, la relation n'a pas pu continuer. Parce que c'est quand même, on parle quand même d'une affaire de mort d'homme. L'enfant, c'était le seul enfant du monsieur, c'était aussi le premier enfant de la jeune fille. Donc, la relation s'est gâtée comme ça. Donc, moi, le conseil que je sors de là avec, dans cette histoire, quand j'ai écouté cette histoire, en fait, c'est que on grandit en vie. C'est vrai, voilà, c'est être un peu déraciné et tout. Mais il y a des choses qui sont un peu comme l'aimant. Vous voyez, quand une pointe est près des derniers aimants, il y a plus d'attraction. Mais quand c'est loin, c'est pas vraiment, voilà. Ça va si vous comprenez un peu. Comme pour dire que mieux ne pas se rapprocher de ces choses-là. Parce que dans les villages, dans les choses, il y a souvent ces trucs-là qui sont là. Il y a souvent, en fait, c'est plus facile là-bas. En plus, c'était le village de la fille. Donc, en gros, et puis il faut veiller sur les enfants. Quand tu as un enfant, pour moi, de ma part,
quand tu as un enfant, tu es censé déjà t'efforcer à être une jeune fille ou bien une jeune femme ou un jeune homme, voilà, de prier pour mettre des barrières, prier pour protéger nos enfants, prier pour vraiment que Dieu veille sur nos enfants. Pour moi, c'est la seule chose. Quand on est déjà mère, quand on a déjà un enfant, il faut avoir un esprit de prière et faire attention. C'est pas tous ceux qui sourient qui veulent notre bien. En plus, tu vas aller comme ça au village, tu vas laisser les gens toucher l'enfant, toucher. Tu ne sais même pas que quand on touche l'enfant, peut-être on dépose les yeux sur l'enfant. Voilà, on a mangé l'enfant, l'autre a bu la soupe, l'autre a mangé au pied, l'autre a... Donc en gros, c'est un peu ce que c'est un peu ça que je peux laisser comme conseil. Merci beaucoup, c'est ma première vidéo. Je reviendrai d'autres fois avec d'autres histoires. C'est mon premier audio, autant pour moi. Je reviendrai d'autres fois avec d'autres audios. Merci pour l'écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. On se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube DMG TV. N'oubliez pas aussi de partir regarder en soirée la chaîne DMG TV Histoire Mystique exclusive. On poste des vidéos là-bas aussi tous les jours avec des histoires que vous n'avez pas sûrement déjà entendues parce que là-bas ce sont des extraits. Si je n'ai pas envie de poster dans le blog de 10 c'est parce que peut-être ça contient quelque chose qui est peut-être risqué. Je préfère perdre l'autre chaîne là que de perdre celle-ci. Parce que c'est notre première chaîne et on a beaucoup plus de gens abonnés à cette page. Donc mieux perdre l'autre là que de perdre celle-ci. Donc là-bas on va prendre beaucoup plus de risques à poster des histoires un peu plus... Voilà. C'est ce que vous comprenez.